toutes les villes dominées par les Haratines ont pratiquement voté pour Messoud. L'exemple le plus frappant, c'est le quartier de Sebra et Elmina en Mauritanie, qui sont dominés dans la capitale mauritanienne, à Nouakchott, qui est dominée pratiquement par les Haratines. L'autre exemple est Zayn, qui est un autre candidat et qui est venu en 3e position, qui a gagné pratiquement tout le nord parce qu'il était Datar. Donc, ce qui fait que en Mauritanie, les gens ne votent pas according à leur parti, mais plutôt où est le candidat est d'où, où il vient, qui il représente, de quelle tribu il est. Et ce n'est pas une question de politique. Non, c'est pas une question de politique, c'est plus qui est-il, d'où vient-il. Par exemple, si tu viens me demander pour mon vote, je vais te dire tu es de quelle tribu. Tu es de quelle tribu, tu es de quelle famille, qui est derrière toi. Et je voudrais savoir qui sont les gens qui sont derrière toi. Juste te voir, mon tribu n'est pas en conflit avec ta tribu. Donc, je dois mesurer ça avant de te donner ma parole. Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? C'est ça le problème. Les intellectuels, plus précisément les intellectuels de gauche, qui sont représentés dans le mouvement politique de l'IFP, qui est l'Union des forces progressistes, qui a eu 4% dans les élections. 4% dans les élections. C'est le seul mouvement qui vraiment défend, qui est en train de lutter contre le népotisme, le tribalisme. Et c'est une grande force. Tu ne peux pas contrecarrer cette force. C'est la réalité. Je m'appelle Ibrahim Ouagne. Et d'où viens-tu? Je viens de la Mauritanie, plus précisément, je suis né en 1968 à Bogué, dans la région du Sud, à la frontière du Sénégal. Tu es de quelle tribu? Je suis Peul. Je suis Peul. Fulani. Peul, Fulani, Fula, ça dépend de quelle part d'Afrique tu es. J'ai reçu mon éducation, la plupart de mon éducation à Bogué jusqu'à l'université. Je suis parti à l'université, à l'Institut supérieur scientifique de Nouakchott. Yeah. Oui. À la capitale, où j'ai eu un bac, une maîtrise en sciences alimentaires. Et je suis parti en Tunisie, où j'ai eu un DA en microbiologie. Tunisie. Yeah, microbiologie. Et j'ai fini une thèse de doctorat en Algérie en biochemistry. Biochimie. Biochimie. Et je suis revenu en Mauritanie en 1999. J'ai enseigné à l'université de Nouakchott, où j'ai commencé mes études en tant qu'étudiant. J'ai enseigné pendant 2 ans. J'ai travaillé en tant que consultant pour quelques organisations. C'est ça. Le PNUD, j'ai travaillé pour le Peace Corps. Et j'ai rencontré ma femme au Peace Corps. Oui. Lorsque je suis venu ici, j'ai commencé à travailler un peu partout. Quelques petits des travaux un peu partout, le restaurant, et après c'est pharmaceutique, à la société pharmaceutique appelée Novocol Pharmaceutical, Emerville. Et maintenant je ne travaille plus là-bas, je suis à l'école, je suis retourné à l'école pour préparer un master en nursing management. Slavery. En Mauritanie, c'est un grand problème. Il y a, je ne dirais pas qu'il n'y a pas une volonté politique. Il y a une volonté politique d'abolir l'esclavage en Mauritanie. Ça s'est manifesté dans les années 80 avec le président Khounaoul Haïdallah, qui a voté une loi qui complètement abolit l'esclavage. Mais le problème est que tu ne peux pas abolir l'esclavage sans pour autant faire accompagner cette politique par un autre côté, le côté économique.
Parce que ces anciens esclaves, la plupart d'entre eux sont dépendants de leur maître. Ils n'ont aucune indépendance économique. Tu ne peux pas leur dire, ok, tu es libre, tu peux aller. Oui. Où Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont faire. Oui. Et je crois que la politique de l'abolition de l'esclavage a échoué parce qu'il n'y avait pas une volonté économique qui accompagne la volonté politique. C'est juste une loi. Une loi doit être accompagnée par un changement social, comme aux États-Unis, lors de l'abolition de l'esclavage, il y a affirmative action. Je crois que c'est nécessaire, si les Mauritaniens veulent abolir l'esclavage, de voter une loi comme ça. C'est ça. Je crois que c'est un problème en Mauritanie. C'est ça. Parce que le problème en Mauritanie, on est en train de former toutes différentes générations. Toutes différentes générations qui sont formées dans deux complètement différentes philosophies. Le colonialisme et l'indépendance. Il y a l'école française. Oh, c'est ça. Et il y a l'école arabophone. Donc, ce qui fait que le pays est divisé en deux. Oh. C'est à cause du tribalisme, peut-être? Non, je crois que c'est à cause... C'est plutôt politique. Oh. Lorsqu'on a eu l'indépendance, c'était le français et tout ça. Parce que les Maures étaient au pouvoir, ils ont imposé l'arabe au nord. Ils ont voulu imposer l'arabe à tout le monde. En 1970, par un décret qui est connu par décret 02. Et ça n'a pas marché parce que le Sud s'est révolté, donc ils ne voulaient pas avoir une guerre civile, le pays n'est pas stable. Ils ont renoncé, mais ils ont trouvé un compromis. Le Nord, tous les Maures peuvent apprendre l'arabe. Et le français. Et tous les négro-africains peuvent apprendre le français. Oh. Et ce qui fait aujourd'hui, on a toute génération, on grandit dans un même pays, on travaille dans la même administration, mais on part dans différentes écoles. Et ça cause beaucoup de problèmes. Et tous les Maures parlent français aussi? Non, pas tous les Maures. Certains d'entre eux parlent français. Ils peuvent se débrouiller. Pratiquement tous les Mauritaniens peuvent se débrouiller en français. Oh. Et ils peuvent se débrouiller en arabe aussi parce que tu vis avec les gens. Mais tu as deux concepts d'éducation qui sont complètement différents. Okay. Le concept francophone qui est western, occidental, qui est beaucoup plus pragmatique, et sur beaucoup de plans. Et tu as le concept arabe qui est beaucoup plus poésie, n'a pas ce pragmatisme que l'administration a besoin. Et ça pose beaucoup de problèmes. Oui. Ça pose dans les années 70, je crois, avant les années 70, les filles n'allaient pas vraiment à l'école. Mais après les années 70, précisément en 1978, lorsque les militaires sont venus au pouvoir, il fallait qu'ils trouvent un credo pourquoi ils sont venus au pouvoir. Il fallait trouver une justification pourquoi on a fait un coup d'État. Voilà. Et l'une des justifications était que les femmes n'ont pas de droit. Ils doivent avoir droit. Donc ça n'a rien à voir pourquoi ils ont pris le pouvoir, mais c'était une justification politique valable. Et ça, je crois que ça a aidé beaucoup. De 2% en 1978, maintenant on est dans les environs de 60% des femmes. 60% des jeunes, maintenant, des jeunes filles partent à l'école. Pratiquement, il y a les écoles partout en Mauritanie maintenant. Je crois que s'il y a un succès des militaires en Mauritanie, c'est l'éducation. Ça, c'est une réalité, il faut leur donner. Je ne les aime pas, mais il faut leur donner ça, quoi. C'est bon. La question à tout Africain, pas seulement Mauritanien, je crois que si tu les poses la question de savoir quel genre de régime que tu veux dans ton pays, ils vont te dire la démocratie. Oui. Mais qu'est-ce que la démocratie? A-t-on une seule démocratie standard à avoir aux États-Unis, en France et partout ailleurs en Afrique? Je serais beaucoup plus cautionné par rapport à ça. Parce que
je crois que les gens veulent démocratie, ils veulent être libres, mais je crois ils veulent être indépendants. Et la démocratie ne peut pas marcher sans l'indépendance économique. Économique, c'est ça. Je crois que l'économie doit venir en premier, avant que toute chose. Oui. Ce qui fait que les démocraties en Afrique n'ont pas réussi. C'est la réalité. Ne marchera pas sans l'institution. Ouais. Ne marchera pas parce que je vais payer le vote. C'est ça. Comment je vais payer le vote? Parce que les gens veulent manger, je vais venir les payer du riz, de payer quoi manger. Ou l'autre dire, ok, ton enfant ne travaille pas, je peux lui trouver du travail si tu votes pour moi. Oui. Donc, et quand tu mets le problème avec le tribalisme et la démocratie, ça devient autre chose, ça ne marche pas. Je crois que la nouvelle génération doit trouver une nouvelle formule comme je. Est-ce qu'il faut... Dans la constitution mauritanienne, tu ne peux pas former un parti politique basé sur la religion, sur l'ethnicité, sur la région. Ça, c'est une loi. Je crois que ce n'est pas une question de loi. Oui. Ce n'est pas une question de loi, c'est une question de sensibilisation. Je crois que les gens... Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire pour sensibiliser les gens. C'est-à-dire que ton intérêt n'est pas sûrement assuré par quelqu'un de ta tribu. Et je crois que tu dois avoir des questions à poser aux gens. Ils doivent répondre à ça, ils doivent être honnêtes. Et c'est un processus. Et je crois que le début, ça va être toujours flou. Les gens ne savent pas où ils vont. Mais j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir en Mauritanie, comme partout ailleurs en Afrique, que la leçon de la démocratie doit prendre son temps. Les gens ne doivent pas se précipiter. Et pour la bonne raison que la démocratie américaine, elle n'a pas commencé hier. C'est ça. Elle n'a pas commencé hier. Et la démocratie française n'a pas commencé hier. On a eu combien de régimes en France avant d'arriver à la République? Oui. Et entre la République et la Cinquième République, on a eu Napoléon, on a eu beaucoup de dictateurs par rapport à ça. Oui. Donc je crois que c'est la maturité de la population qui va... C'est un type de growing pains. Yeah. Comme on dit en anglais, c'est uphill battle. Il va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Oui, Mais j'ai bon espoir que ça va marcher parce que les gens ne peuvent pas continuer à être dictateurs. Ça ne peut plus marcher. Comme on dit, c'est un vœu pieux. Je serais vraiment content si ça arrive, mais je crois que je ne serai pas présent. Je ne serai pas présent, peut-être mes enfants ou mes grands-enfants. Oui. Les enfants de ton enfant. Oui, pour la simple raison, l'Afrique est complexe. L'Afrique est complexe par rapport à beaucoup de bon, quelqu'un d'autre va me dire que l'Europe est complexe aussi. Oui. Mais l'Europe est partie, je crois, en avance. La population est habituée au sens de la démocratie, la réelle démocratie. En Afrique, les gens sont en train d'apprendre comment s'unir. Je crois que le plus viable proposition que les gens doivent faire est d'essayer de s'unir par région. L'Afrique de l'Ouest, le nord de l'Afrique, la corne de l'Afrique, le centre de l'Afrique, s'ils arrivent à asseoir des bases solides d'union dans ces régions, en ce temps, je crois que tout le monde est pour une Afrique beaucoup plus globale, beaucoup plus unie, où les frontières ne comptent pas. Mais je crois que ça doit commencer au niveau régional. Avant tout. Mondialisme africain, adaptation de mondialisme. Il faut s'adapter, un process, step by step. Mais on ne peut pas aller juste un jour, ok, les États-Unis, je crois que l'Union africaine est un exemple. C'est un masse. Ça ne marche pas. C'est loin. Tu es devenu citoyen américain le mois passé? Oui, le mois passé, je suis devenu citoyen américain. Je suis un Yankee, comme dit ma femme.